À la fin des années 70, les constructeurs automobiles français ont un gros problème. Ils n'arrivent pas à s'imposer sur le segment des voitures haut de gamme face aux allemandes. Alors en 1974 et 1975, Citroën et Renault frappent chacun un grand coup en dévoilant ce qu'ils voient comme l'avenir des berlines de prestige. La Citroën CX et la Renault R30. Sauf que ces autos censées redorer le blason de la France ont eu des histoires, disons, mouvementées. Et aujourd'hui, je vous propose de revenir sur ces deux mastodontes des années 70, en commençant par la première à être dévoilée, la Citroën CX. Citroën CX 1974-1991. Souvent surnommée la dernière vraie Citroën, la CX signe le clap de fin de Citroën en tant que constructeur indépendant. Mais avant d'en arriver là, revenons à son histoire. L'idée de construire une nouvelle berline familiale prestigieuse date de la fin des années 60 chez Citroën. En effet, son navire amiral, la DS, est commercialisé depuis 1955, soit 15 ans en 1970. Les passionnés ont beau aimer sa suspension hydropneumatique et son confort de tapis roulant, la DS accuse déjà son âge. Mais quelle voiture va la remplacer en haut de gamme ? Aucune. Et ce problème n'est pas unique au haut de gamme. Même en entrée de gamme et en milieu de gamme, la 2 chevaux et ses multiples déclinaisons sont déjà en fin de vie. Pour la successeur de la DS, Citroën doit marquer l'esprit avec des innovations technologiques de pointe. Alors, en 1970, Citroën sort la Citroën GS, une berline familiale populaire qui doit combler le trou entre l'Ami 8 et la DS. La GS est l'occasion parfaite pour tester de nouvelles technologies, dont le moteur Wankel à piston rotatif, moteur qui est ensuite installé sur la Citroën M35. 3 ans plus tard, Citroën sort la GS Birotor, qui est équipée d'une version améliorée du moteur Wankel. Les avancées technologiques et les retours des clients issus de ces 3 voitures sont reprises et améliorées pour donner vie au nouveau vaisseau amiral de Citroën. La Citroën CX. 3 motorisations sont prévues au lancement. Un moteur birotor de 995 cm3 capable de déployer 110 chevaux, un moteur trirotor de 1493 cm3 et 3 litres, et un 4 cylindres en ligne hérité de la DS. En 1973, la voiture est presque prête et elle est annoncée pour mars 1974. Sauf qu'en coulisses, une onde de choc secoue l'entreprise. Le moteur Wankel Birotor qui doit équiper la CX manque terriblement de fiabilité en conditions réelles. Les acheteurs de la GS Birotor le détestent et ça risque de faire mauvaise publicité à la CX. Il n'y a ni le temps ni le budget nécessaire pour développer un nouveau moteur, et l'espace sous le capot est si étroit qu'il ne peut pas accueillir un moteur PRV de Peugeot ou de Renault. Pire encore, avec la crise pétrolière de 73, la consommation stratosphérique du moteur Wankel ne passe plus. Pas le choix, Citroën reprend les mécaniques vieillissantes de la DS20 et de la D Super 5 et les adapte tant bien que mal dans la CX. Et ça marche. La CX est dévoilée en juillet 1974 à Gällivare, en Suède. 2 versions sont présentées aux journalistes. Une CX 2000 équipée du moteur 1985 cm3 à carburateur de la DS20 et qui pointe à 174 km/h. Et une CX 2200 qui sera commercialisée dès janvier 1975 et qui est propulsée par un moteur 2 litres issu de la D Super 5. La voiture fait 1300 kg sur la balance et se positionne comme le milieu de gamme de la marque. La CX fait un carton plein au salon de Genève la même année. Les journalistes saluent son esthétique moderne, sa visibilité excellente, sa tenue de route et son freinage digne de l'héritage de la DS. Et surtout, la CX offre plus d'espace à l'intérieur que la DS alors qu'elle est plus courte. Elle remporte le trophée européen de la voiture de l'année en 1975 et se vend à 100 000 exemplaires dès sa première année de commercialisation. En 1977, 5 Citroën CX 2400 sont engagés au 9e Tour automobile du Sénégal aux côtés des Peugeot 504 OTI et des R16. Les CX s'imposent à tel point que les 5 premiers de la course ne sont que des CX. Aucun autre constructeur n'a auparavant réussi à remporter une quintuple victoire en une course. Et les 2 années suivantes, en 78 et 79, la CX remporte la victoire au classement général. En 1978, la CX dépasse le cap des 150 000 ventes annuelles. Tout le monde veut sa CX, ce qui va donner des histoires parfois rocambolesques. Ainsi, le président de la RDA, la République démocratique allemande, Erich Honecker, en commanda plusieurs pour lui-même. Et ça alors même que la RDA était sous contrôle soviétique et que le mur de Berlin divisait l'Allemagne en 2.
En 1985, le dirigeant est-allemand en commande 2, qu'il confie aux soins du carrossier suédois Nilsson pour une transformation en limousine. Erich Honecker commande une autre qu'il confie aux établissements Tissier pour la transformer aussi en limousine. En parlant des établissements Tissier, ils se font surtout connaître pour la transformation de CX en break et voitures à double plateau à 6 roues. Ces CX à la sauce Tissier sont utilisés comme ambulance, plateau, porte-voiture, camping-car et même minibus. Un autre préparateur, Orphée, vend même des CX cabriolets. Enfin, le président algérien de l'époque, Ouari Boumedienne, en commande même une entièrement découvrable pour ses parades officielles. La folie des CX est telle que plusieurs passionnés en importent aux USA. Il n'y a pas de chiffres officiels, mais le chiffre de 600 est souvent avancé comme décompte. Citroën de son côté ne reste pas les bras croisés et améliore constamment sa voiture. Pour lutter contre la rouille, le traitement anti-corrosion est changé, ce qui explique pourquoi les CX d'après 81 résistent mieux à l'humidité. 1983, la CX reçoit deux nouveaux moteurs, un moteur essence à injection de 2500 cm3 qui développe 138 chevaux et un moteur 2,5 litres turbo diesel capable d'atteindre 195 km/h. Pour séduire les amateurs de conduite sportive, Citroën sort la CX GTI en 77. Équipée d'un moteur 4 cylindres en ligne de 2347 cm3, elle développe 128 chevaux, fait un 0 à 100 en 10 secondes 5 et pointe à 189 km/h. En 86, c'est au tour de la CX25 GTI Turbo 2 de voir le jour. 4 cylindres turbo compressés, 2500 cm3, 223 km/h pied au plancher, 7,8 secondes pour un 0 à 100 et surtout, la légendaire direction assistée à rappel a servi la Diravi. Contrairement à un système ABS classique, la Diravi s'adapte à votre vitesse. Plus vous roulez vite, plus le volant devient ferme pour éviter les embardées. Et surtout, cette direction assistée n'est pas sensible aux irrégularités de la route comme les trous ou les pavés. Pour mettre ça en contexte, sachez que lorsqu'un pneu éclate alors que vous roulez à 130 km/h, la Diravi garde le volant dans sa trajectoire, ce qui évite de partir en tonneau. D'ailleurs, seules les versions GTI et Prestige sont équipées de la Diravi par défaut. Sur les autres CX, elle était disponible en option avant d'être installée par défaut sur les millésimes post-1982. Au total, la CX se vend à environ 1,2 million d'exemplaires entre 1974 et 1991, dont 129 085 breaks. Citroën met fin à sa carrière réussie en 1989 en la remplaçant par la XM. En préparant ce documentaire, je suis tombé sur plusieurs annonces de vente de Citroën XM, notamment sur Le Bon Coin. Vous pouvez encore trouver un exemplaire fortement kilométré mais décent sous la barre des 10 000 €. Par contre, pour les versions Prestige et GTI, ça peut aisément dépasser les 10 000 €. Quelques points à surveiller tout de même avant de craquer pour une annonce en ligne. À commencer par la rouille, surtout sur les voitures d'avant 81. Châssis, carrosserie, zone structurelle, le moindre point de rouille à ces endroits peut vous coûter cher en réparation. La suspension aussi est à surveiller, et si la voiture est équipée de la Diravi, jetez aussi un œil, de préférence accompagné d'un mécanicien de confiance. Mais revenons à nos moutons, car la carrière fulgurante de la CX n'a pas fait que des heureux. À Boulogne-Billancourt, dans les locaux de Renault, on veut aussi sa part de marché haut de gamme. Alors, un an à peine après la sortie de la CX, Renault dévoile sa vision du haut de gamme, la R30. Sauf que rien ne va se passer comme prévu. Au lieu de la gloire et des chiffres de vente, Renault va vivre l'un des épisodes les plus traumatisants de son aventure dans le haut de gamme. Mais avant de parler du désastre de la R30, abonnez-vous si vous aimez les documentaires sur les voitures françaises. Renault 30, 1975-1983. Présentée au salon de Genève de 75 en même temps que la Peugeot 604, la R30 attire immédiatement l'œil. La raison, c'est une berline bicorps avec un haillon. La CX aussi est composée de deux volumes, mais a laissé de le camoufler tant bien que mal. Gaston Juchet, le dessinateur de la R16, fait le choix inverse, à savoir assumer fièrement sa conception à double volume. La voiture est riche en équipements et dispose même du verrouillage centralisé des vitres et portières. Les journalistes la jugent extrêmement confortable, et c'est en grande partie grâce à sa suspension à 4 roues indépendantes avec ressort hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques et triangles superposés. Son coffre est immense pour son gabarit et l'habitabilité est correcte. Sauf que Renault commet une erreur qui va ruiner l'avenir de sa voiture. Un choix catastrophique de moteur. À l'origine, la R30 devait être équipée d'un moteur V8 de 3,5 litres avec un angle d'ouverture de 90 degrés. Mais en 1973, la crise pétrolière pointe le bout de son nez. Le prix de l'essence explose de plus de 30% en une seule année en France. Commercialiser une voiture avec un V8 devient une hérésie et un pari trop risqué. Renault décide alors d'adapter le moteur PRV en lui coupant 2 cylindres. Moteur qui est lui-même couplé à une boîte manuelle à 4 vitesses ou une boîte auto à 3 rapports. Problème résolu.
À la sortie de la R30, elle est donc motorisée par un V6 PRV de 2664 cm3 qui a un angle de 90 degrés au lieu des 60 degrés habituels pour les V6. La R30 développe 128 chevaux et atteint facilement 185 km/h, mais elle n'est pas confortable à la conduite. Les premiers acheteurs se plaignent du moteur qui broute ou cale à certains moments. Et surtout, son architecture inadaptée a une conséquence désastreuse. Les R30 consomment autant qu'un chameau assoiffé. 15 litres au 100 en conduite normale, 30 litres si vous appuyez sur le champignon, et sachant qu'à l'époque il n'y avait pas de limitation de vitesse sur les autoroutes, ça faisait mal. Pour ne rien arranger, la R30 souffre d'un problème de positionnement puisqu'elle est trop proche visuellement de la populaire R20. Excepté quelques détails stylistiques, un non-connaisseur peine à la distinguer de loin. Or, quand on achète une voiture haut de gamme, c'est en partie pour afficher son statut. Une série d'événements viennent encore ternir son image. En 1976, le ministère de la Défense s'intéresse à elle et veut l'intégrer à la BRI, la Brigade Rapide d'Intervention. Renault livre un modèle qui échoue les tests. La R30 de la BRI reste en service pendant seulement 6 mois au sein de la brigade de Nemours sur la 6 avant d'être mise au rebut. À la place, la BRI opte pour la CX 2400, plus puissante malgré 2 cylindres en moins. En compétition, c'est pire puisqu'elle n'a aucun titre à son actif. Bref, Renault ferme la douloureuse page de la R30 en 1983 et la remplace par la R25. Seuls 136 403 exemplaires ont trouvé preneur en 8 ans de commercialisation, ce qui en fait un modèle assez rare. Par contre, attention, la R30 n'a pas été un flop commercial ni un gouffre financier, par la simple raison que la R20, plus abordable, avec laquelle elle partage énormément d'éléments, s'est plutôt bien vendue. On parle quand même de 607 405 exemplaires sortis d'usine. Et si vous souhaitez en acheter une en 2026, il y a 3 éléments à vérifier. La rouille sous les bas de caisse et les ailes, l'état du moteur V6 réputé pour ses problèmes de surchauffe et de joint, et tout ce qui est électrique. Heureusement, l'histoire de Renault dans les années 70-90 ne se limite pas à la R30. Non, car c'est à cette période que le Losange a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire automobile de France avec un pilote de légende, Jean Ragnotti. Cliquez sur l'image qui s'affiche sur votre écran pour découvrir ou redécouvrir l'histoire du pilote Jean Ragnotti.